Je suis David Lévy, je suis avocat au barreau de Paris. Dans le cadre de mon activité, je fais essentiellement tout ce qui a trait aux droits et aux libertés fondamentaux, procédure pénale, droit pénal des affaires, droit pénal général, QPC, tant en conseil qu'en contentieux. Deuxième champ d'activité, c'est essentiellement tout ce qui a trait aux droits des professions réglementées, à la fois pour les institutions représentatives de ces professions et les membres des professions eux-mêmes, toujours en conseil et en contentieux. Et enfin, je fais aussi du droit public, qui peut être droit administratif, droit de l'Union européenne, droit international public. J'ai aussi à côté de ça une carrière d'enseignement, puisque ça fait 35 ans que j'enseigne le droit à l'université. Et j'ai aussi tout un pan d'enseignement dans les écoles d'avocats et auprès des barreaux. Et je suis donc également membre du Conseil national des barreaux, membre élu, où je siège à la commission des règles et usages, la commission de déontologie du Conseil national des barreaux, et à la commission de liberté et droits de l'homme, qui est la commission droit pénal du CNB, et je suis co-responsable avec Anne-Marie Mandibourg du groupe de travail LBCFT. Justement, quelles sont les missions de votre groupe de travail ? Alors, les missions de notre groupe de travail sont multiples. D'abord, il faut voir que ce groupe a été créé à peu près en 2006-2007. Ça fait quand même très longtemps maintenant que le Conseil national des barreaux s'est emparé de la question et s'intéresse à la question de la lutte contre le blanchiment appliquée à la profession d'avocat. Et depuis maintenant quasiment 20 ans, on a développé un certain nombre d'actions et de missions. La première, c'est évidemment de suivre l'évolution de la réglementation, du cadre normatif de la lutte contre le blanchiment appliqué à la profession d'avocat. Et donc ça nous prend pas mal de temps, puisque ça implique aussi une discussion avec les pouvoirs publics sur les textes d'adaptation de la réglementation, qui est essentiellement européenne et internationale venant du GAFI. Nous avons aussi une action de représentation de la profession auprès d'un certain nombre d'instances de lutte contre le blanchiment. La première à laquelle je pense est le comité d'orientation de lutte contre le blanchiment, le COLB, qui est sous l'égide de Bercy et de la Direction générale du Trésor. Et nous avons également un suivi et des contacts très réguliers avec la Direction générale du Trésor, avec la Direction des affaires civiles et du sceau sur les questions LBCFT, évidemment aussi avec Tracfin. Nous avons également une mission d'élaboration et de mise à disposition des avocats et des ordres d'un certain nombre d'outils permettant de respecter les obligations anti-blanchiment pour les avocats et pour les ordres. On a écrit l'analyse sectorielle des risques pour la profession d'avocat, donc qui est une analyse de l'ensemble des activités de la profession d'avocat, vue dans le prisme des risques et des problématiques LBCFT. On a également élaboré des outils de procédure interne qui peuvent être repris et adaptés par les cabinets pour respecter leurs obligations LBCFT. Et on a également écrit, on en est à la 3e édition, mais là on travaille déjà sur la 4e édition d'un guide lutte contre le blanchiment. Nous avons aussi des actions de formation très développées, très détaillé, un e-learning. On se rend aussi dans les écoles d'avocats qui le demandent ou dans les barreaux qui souhaitent avoir une formation. Et enfin, les textes nous donnent la possibilité d'assister des ordres d'avocats dans leur mission de contrôle du respect des obligations LBCFT par les avocats inscrits au tableau des barreaux. Est-ce que vous pourriez nous rappeler le cadre d'exercice des avocats en matière de LBCFT ? Alors, le cadre qui s'applique aux avocats en matière LBCFT est le suivant. La profession d'avocat est assujettie, comme un très grand nombre d'autres professions ou d'autres secteurs d'activité financiers et non financiers, à des obligations de vigilance, d'une part, et d'autre part, des obligations de déclaration de soupçon. Mais ces obligations de vigilance et de déclaration de soupçon sont déclenchées dans un certain nombre d'activités limitativement énumérées par les textes. Le dernier texte en date qui retravaille un peu le champ d'activité, c'est le règlement 2024-1624 de l'Union européenne du 31 mai 2024, adopté dans le cadre du 6e paquet de l'Union européenne, lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. Et nous avons là un certain nombre d'activités
qui sont détaillées, pour lesquelles nous devons mettre en œuvre à minima les obligations de vigilance et d'identification. Et le cas échéant, si nous n'avons pas réussi à lever un doute et que nous estimons qu'il existe une tentative de blanchiment ou qu'on tente d'instrumentaliser l'avocat à des fins de blanchiment, une obligation de déclaration de soupçon. Dans ce cadre-là, il y a un certain nombre d'obligations que les avocats doivent mettre en œuvre, des étapes à suivre, et dans le cadre de l'identification et de savoir quelles sont les problématiques qui se posent à l'avocat, il y a un très grand nombre de questions qu'il doit poser à son client. Qui est-il? On identifie le client. Pourquoi vient-il nous voir? Quel est l'objet de sa demande et pourquoi nous demande-t-il d'intervenir pour lui? Est-ce que ça rentre dans le cadre des items d'activité soumis à la lutte contre le blanchiment ou est-ce que c'est le cas échéant en dehors? Si c'est dans ce cadre-là, il va probablement utiliser à un moment donné des fonds pour boucler une opération à laquelle il nous demande de participer. Dans ce cadre, on doit identifier d'où viennent les fonds. Qui en est le détenteur? Quelle banque? Qui détient le compte bancaire, etc. Quel est le circuit financier? Vous voyez? Donc, on doit, en fonction des risques inhérents à l'affaire pour laquelle on nous demande d'intervenir, l'opération sur laquelle on nous demande d'intervenir, on doit s'assurer qu'il n'y a pas de problème particulier qui serait posé par la nature de l'opération, par le client lui-même. Par exemple, également, quand on va chercher à l'identifier, on va regarder, vérifier s'il fait l'objet d'une sanction financière ciblée, s'il fait l'objet d'une mesure de gel des avoirs. On va aussi s'interroger sur qui en réalité sera le bénéficiaire ultime, effectif, de l'opération sur laquelle ce client nous demande d'intervenir. Voilà, un très grand nombre de questions. Si, dans le cadre des réponses obtenues à ces questions, des doutes subsistent, nous n'avons pas les réponses correctes, le client tape à côté, ne nous dit pas qui est le titulaire du compte bancaire, ne nous dit pas vraiment qui est le bénéficiaire effectif, on a du mal à trouver, donc on a des doutes. Si nous ne parvenons pas à lever ce doute, et que nous pensons raisonnablement que ce doute constitue une tentative de blanchiment ou d'instrumentalisation de l'avocat à des fins de blanchiment, alors l'avocat va basculer dans la déclaration de soupçon qu'il va faire auprès de son bâtonnier, qui va l'examiner, qui ensuite la transmettra, le cas échéant, à Tracfin. Y a-t-il des exemptions en matière de déclaration de soupçon? Il y a des exemptions. Il y a 2 cas dans lesquels les avocats ne sont pas tenus de faire une déclaration de soupçon, mais 2 cas dans lesquels ils sont néanmoins tenus à minima à l'ensemble des obligations d'identification et de vérification. Ces 2 exemptions sont d'une part le cas dans lequel l'avocat se trouve quand il va faire une procédure juridictionnelle pour son client. Et ça vaudra pour toutes les informations qu'il a reçues avant, pendant ou après cette procédure et qui sont liées à cette procédure. Ça, c'est la première exemption, procédure juridictionnelle. Seconde exemption, c'est le cas où un client vient voir un avocat pour lui demander une consultation juridique, un avis juridique. C'est-à-dire, j'ai envie, par exemple, de créer une société civile immobilière pour acheter un bien immobilier avec mon frère et ma sœur, on est 3. Je veux savoir ce que c'est qu'une SCI, comment ça fonctionne, etc. Eh bien, là, le travail que fera l'avocat sera un travail d'avis juridique, de consultation, de présenter au client les options juridiques entre lesquelles il va choisir. Dans ce cadre, l'avocat est tenu aux obligations d'identification du client, sans difficulté des paramètres de l'opération, mais il n'a aucune obligation de déclaration de soupçon. Que risquerait un avocat qui ne respecterait pas ses obligations de vigilance et de déclaration? Alors, un avocat est tenu de mettre en œuvre ses obligations de vigilance et de déclaration de soupçon quand la question se pose à lui. Quand il fait une déclaration de soupçon, le Code monétaire et financier lui accorde une triple immunité quand elle est faite de bonne foi. D'accord ? Il ne sera pas poursuivi disciplinairement pour violation du secret professionnel. Il ne sera pas poursuivi pour sa responsabilité civile professionnelle pour avoir, le cas échéant, déclaré un soupçon. Et il ne sera pas poursuivi pénalement
pour avoir fait une déclaration de soupçon, notamment si ça peut revêtir la qualification de dénonciation calomnieuse. Donc une triple immunité. En revanche, s'il ne fait pas une déclaration de soupçon de bonne foi, là, il est en risque. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, l'avocat est tenu donc, comme je vous l'ai indiqué, à des obligations d'identification, de vérification. Très bien. Ça, c'est une obligation déontologique aussi qui lui est posée. C'est une obligation professionnelle qui est posée par le Code monétaire et financier, mais c'est une obligation déontologique qui est posée par le règlement intérieur national de la profession, l'article 1.5 du RIN sur le devoir de prudence. Et donc les ordres vont venir vérifier régulièrement que l'avocat remplit bien ses obligations de vigilance, d'identification. Et si l'ordre se rend compte qu'il y a un problème, que ces obligations ne sont pas correctement remplies, il peut y avoir le déclenchement d'une procédure disciplinaire, une sanction disciplinaire déontologique qui arriverait après. Maintenant, dans le cadre d'une enquête pénale, on peut aussi imaginer que l'avocat soit mis en cause pour n'avoir pas correctement identifié les paramètres d'une opération ou n'avoir pas correctement mis en œuvre ses obligations de vigilance et d'identification, et que cela puisse être lui reproché par le parquet ou par un juge d'instruction. Et à ce moment-là, il peut y avoir une procédure pénale pour n'avoir pas mis en œuvre ces obligations-là. Dans un avis du 23 janvier de cette année, le Conseil d'État semble faire une interprétation extensive de l'article L561-15 du Code monétaire et financier, relatif justement à l'obligation de déclaration de soupçon des avocats. Dans une récente résolution, le CNB a fermement rejeté son interprétation. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi ? Le contexte est le suivant. L'avocat doit faire une déclaration de soupçon en cas de doute sur la nature d'une opération. L'obligation qui lui est faite de déclarer ce soupçon est une exception à un principe fondamental qui est celui du respect du secret professionnel, du respect de la relation qui lie l'avocat à son client. Et nous sommes donc là dans une interprétation, puisqu'on est dans une exception, restrictive. La manière dont le Conseil d'État a développé et articulé son raisonnement n'est pas à nos yeux satisfaisante, parce que nous estimons que le Conseil d'État n'a pas tiré toutes les conséquences juridiques du 6e paquet, et notamment du règlement 1624 de l'Union européenne, qui rappelle le principe du secret et qui fait de la déclaration de soupçon une exception. La position qui est développée revient à dire aux professions assujetties, donc y compris aux avocats, quand vous allez faire une déclaration de soupçon, vous allez aussi nous donner les informations sur l'infraction sous-jacente. Pourquoi on nous dit ça ? Parce que le blanchiment est ce que l'on appelle une infraction de conséquence. C'est-à-dire que le blanchiment est la conséquence d'une infraction primaire qui s'est passée avant. D'accord ? Le blanchiment, ça va être se servir du fruit, du produit d'une infraction originelle pour réinjecter ce fruit, ce produit de l'infraction dans l'économie réelle en passant par un certain nombre d'étapes, dissimulation, conversion, etc. Bien. Et le Conseil d'État développe une interprétation qui revient à dire vous allez faire part de toutes les infractions primaires dont vous avez connaissance. Et nous comprenons cela comme signifiant, y compris les infractions, déconnectées des opérations pour lesquelles les clients viennent voir les avocats et qui rentrent dans le champ d'application de l'article L561-3 grand 1 du Code monétaire et financier, et 2, y compris dans le cas où il n'y a pas de blanchiment lié et connecté à cette infraction primaire. Et pour nous demander d'aller sur ce terrain-là, c'est impossible. Parce qu'on nous demande d'aller rechercher des informations et de donner des informations sur des choses qui n'ont rien à voir, d'une part, avec l'opération pour laquelle on vient nous voir, et d'autre part, qui sont totalement déconnectées du blanchiment. Et c'est en cela que nous estimons que cet avis et les conséquences pratiques concrètes sont intenables pour la profession d'avocat, et je ne parle ici que de la profession d'avocat, en ce qu'il y a là une atteinte grave au secret professionnel que nous ne pouvons pas violer sous peine de sanctions pénales prévues par l'article 226-13
du Code pénal. Comment justement voyez-vous, avec l'évolution nécessaire du droit dans cette matière qui va aller certainement plus en plus vers un durcissement, l'évolution de la profession en tenant compte de ce durcissement-là et en même temps de la protection nécessaire du secret professionnel? Vous avez raison. Il y a là une tension qui existe, très simple, entre une politique publique très claire et les obligations auxquelles les professions assujetties et la profession d'avocat sont tenues. Quelle est cette politique publique? L'Union européenne dit la lutte contre la criminalité financière, la lutte contre la fraude fiscale, la lutte contre le blanchiment est une politique fondamentale, essentielle, prioritaire de l'Union européenne. Et cette idée-là se retrouve en France. L'État, le gouvernement, dit aussi que la lutte contre la criminalité financière, la fraude fiscale, le blanchiment, c'est prioritaire. Nous, avocats, nous disons la même chose. Nous n'avons aucune difficulté à nous engager, et nous sommes parfaitement engagés depuis plus de 20 ans, dans la voie de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Il n'y aura pas de retour en arrière de la profession d'avocat. Elle est engagée, elle est impliquée, elle lutte avec ses moyens, ses armes, ce qu'elle met à disposition des avocats, et il n'y aura pas de retour en arrière. On ne fera pas moins de déclarations de soupçons et on ne se désengagera pas. En revanche, notre difficulté à nous, avocats, c'est de respecter les fondamentaux auxquels nous sommes tenus. Et le premier d'entre eux, c'est le secret professionnel. C'est-à-dire le secret que nous devons à nos clients, ne pas révéler des choses qui n'ont pas à l'être et que nous devons conserver pour nous parce que c'est aussi la condition, d'une part, pour que nos clients accèdent à un conseil indépendant, libre, éclairé, et c'est aussi, d'autre part, la condition de la confiance, de la relation de confiance entre le client et l'avocat pour que les clients continuent à aller voir des avocats. Des clients qui sauraient que des avocats donnent des informations qui sont totalement déconnectées de la lutte contre le blanchiment ou qui ne sont plus protégés par le secret, etc., vont se poser des questions avant d'aller voir des avocats. Et le problème, c'est que dans cette configuration-là, on risque d'avoir un effet inverse, au contraire, à celui qui est recherché par les pouvoirs publics. Et nous participons, comme nous le demandent les pouvoirs publics, à cette lutte contre le blanchiment, mais avec le respect d'un certain nombre de principes fondamentaux. Maintenant, la législation, le cadre normatif évolue de la lutte contre le blanchiment. Et la contrainte se fait plus fort et elle se resserre sur la profession d'avocat. Et donc, dans ce cadre-là, ce que nous faisons, c'est que nous travaillons avec les pouvoirs publics sur l'adaptation des textes en droit interne, et nous travaillons également sur l'information et la formation des avocats pour qu'ils soient à jour de leurs obligations et qu'ils comprennent très exactement quels sont le champ de leurs obligations et comment ils vont remplir leurs obligations de vigilance et leurs obligations déclaratives, donc comment ils vont respecter le code monétaire et financier et les impératifs posés par le droit positif. Il y a un autre point que vous vouliez détailler ? Lors de son assemblée générale du 5 avril 2024, le Conseil national des barreaux a adopté un rapport très important qui tient compte du rapport du GAFI publié en mai 2022. Que disait le GAFI après son évaluation de la France et que disait le GAFI en mai 2022 à la profession d'avocat? Il disait en gros deux choses. Il disait la profession d'avocat a globalement bien compris ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment. Il n'y a pas de problème. Cependant, il y a une difficulté. Lorsque les avocats contrôlent, lorsque les ordres contrôlent le respect par les avocats de leurs obligations LBCFT, le contrôle n'est pas satisfaisant parce qu'il est fait par les avocats du même barreau. Et ils nous disent, là, il y a un entre-soi qui n'est pas conforme aux standards internationaux en matière de contrôle du respect des obligations LBCFT. Et le GAFI nous dit, il faut que ça change, il faut que ça évolue. Et donc, depuis 2022, on a travaillé pendant 2 ans sur la refonte totale de notre système de contrôle des obligations LBCFT. Et on a adopté un nouveau schéma que nous sommes en train de mettre en œuvre et de mettre très concrètement en place. De quoi s'agit-il? On crée une commission nationale de contrôle des obligations LBCFT qui va, elle, opérer une plateforme Internet sur laquelle chaque avocat, chaque année,
chaque cabinet, chaque année, devra se connecter pour remplir un diagnostic d'auto-évaluation quant à ses obligations LBCFT. Derrière, nous avons des programmes informatiques, des algorithmes, de l'intelligence artificielle qui vont traiter les réponses. D'accord ? Et ces réponses vont être adressées au barreau des avocats qui ont répondu. Et les conseils de l'ordre vont regarder les réponses et décider qu'il va falloir procéder parfois à un certain nombre de contrôles sur place et sur pièce, deuxième niveau de contrôle, dans un certain nombre de cabinets dont les réponses ne sont pas satisfaisantes ou qui laissent apparaître un certain nombre de problèmes. Et ils vont demander, ces conseils de l'ordre, à la Commission nationale de désigner des contrôleurs qui vont se rendre sur place et sur pièce dans les cabinets pour opérer les vérifications et les contrôles du respect des obligations LBCFT. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un avocat du barreau de Paris sera envoyé à Marseille, qu'un avocat du barreau de Tarbes sera envoyé à Strasbourg, qu'un Brestois sera envoyé à Lyon. Et c'est comme ça que nous allons mettre en place et répondre à l'impératif que nous a demandé de respecter le GAFI, de ces standards, d'un contrôle certes par les pairs, des avocats contrôlent des avocats, mais en respectant tout de même l'absence d'entre-soi, de connivence et de proximité.